Salut les amis, salut les petits loups. Pourquoi cherchons-nous tous à acheter des optiques très lumineuses, style 1.2, 1.4, voire 0.95, Noctilus? Nous allons essayer de le découvrir tout au long de cette vidéo. Alors, comme tout le monde, quand j'étais jeune, j'ai craqué pour une optique relativement très lumineuse, un 50 qui ouvre à 1.4, que j'ai toujours, donc qui doit avoir une bonne trentaine d'années, mais dont le prix était le double du 50 1.8. Tout ça pour gagner un demi-diaphragme. Je ne parlerai même pas du 50 1.2 qui lui coûtait la peau des miches et voire même la peau des paupières, parce qu'il y a moins de surface, donc c'est encore plus cher, et qui n'était pas si bon que ça par rapport au 50 1.4. Alors, quand j'étais jeune également, on parlait de flou d'arrière-plan et non pas de bokeh. Le bokeh, c'est flou en japonais. Donc, on n'était pas si féru que ça en japonais à l'époque, si je puis dire. Alors, qu'avais-je gagné à l'époque? Et puis même maintenant d'ailleurs. Mais qu'avais-je gagné à l'époque? Un demi-diaphragme? Ouais, c'est super. La plupart du temps, je shootais à f8. Parce que, effectivement, je cherchais à avoir des photos nettes, bien cadrées si possible, mais avec une bonne profondeur de champ. Ça, là, la profondeur de champ, je n'avais pas encore la notion, mais c'est ce que je recherchais en fait. Bon alors, le f4, pourquoi faire? Ben, avec le recul, je ne sais plus trop ce qui m'avait motivé à l'époque, mais ce serait maintenant, je préférerais très nettement un 50-1.8, voire un 50 qui ouvre à 2. Alors, est-ce que avoir une optique lumineuse ou rapide, est-ce que c'est si important que cela? Bah, avec le recul, je dirais non, pas tellement, puisque de toute façon, pour augmenter le flou d'arrière-plan, il faut, mais il suffit, d'avoir un diaphragme plus ouvert. Est-il si important que cela d'avoir une optique rapide ou une optique lumineuse? Avec le recul, je dirais, bon, c'est pas si important que ça, parce que dans une autre vidéo, je vous avais dit comment augmenter la profondeur de champ, à savoir en fermant le diaphragme, en prenant une optique avec un angle de champ plus important et en se reculant. Donc à l'inverse, pour diminuer la zone de netteté, donc pour avoir du flou, pour avoir une profondeur de champ plus réduite, il faut, mais il suffit, d'avoir une optique un tout petit peu plus longue, d'ouvrir son diaphragme et enfin de se rapprocher de son sujet. De nos jours, les zooms sont monnaie courante. Il y a 30 ans, c'était le règne de l'optique fixe. Donc, pouvoir avoir un cadrage relativement aux petits oignons, il fallait se déplacer. Or, aujourd'hui, on zoome, on dézoome, et l'affaire est dans le sac. Aujourd'hui, la plupart des boîtiers sont vendus en bundle avec un 1850, un 50-200, voire les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les optiques sont ainsi vendues beaucoup moins cher. Donc, on peut, entre guillemets, se déplacer sans avoir à se déplacer. Donc, on resserre un peu notre sujet et le flou d'arrière-plan, eh bien, augmente. Plus on se rapproche et plus le bokeh est important. Plus on ouvre et plus le bokeh est important. Plus la focale est longue et plus le bokeh est important. C'est noté? Je continue. Certains me diront, à juste titre, que cela change un peu la perspective de la photo. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on veut avoir? Le sujet net ou un sujet parmi quelque chose? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Le flou ou avoir un sujet plus large et un sujet tout petit, bien net? Honnêtement, si un sujet occupe 1% de la photo, enfin avec un fond flou, quel est l'intérêt? Soit notre sujet est net sur un fond un peu net, de façon à bien situer notre sujet dans le décor, soit notre sujet est détaché du fond, et à ce moment-là, on s'intéresse au sujet. Prenons deux exemples pour bien stigmatiser la chose. On prend une rose sur un rosier, donc la rose est nette, mais le rosier doit être présent,
Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On fait un gros plan sur la rose et puis point la ligne. Donc, une rose sur un rosier, la rose est nette, mais le rosier, tout en étant un peu flou, est quand même un peu net de façon à ce qu'on puisse situer la rose sur le rosier. Et là, on se concentre sur le sujet dans un certain contexte. Prenons une rose dans un vase, la rose est nette, le vase aussi, mais le fond est flou et complètement estompé parce que ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse alors? On se concentre sur la rose et là, le sujet qui nous intéresse c'est la rose et là, on se concentre sur le sujet en faisant abstraction du fond. Bon, alors, les grandes ouvertures, à quoi est-ce que ça peut bien servir? Eh bien, ça peut servir quand on veut avoir une profondeur de champ aux petits oignons. Par exemple, un sujet intermédiaire. Vous avez un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Le premier plan ne nous intéresse pas, le deuxième plan nous intéresse, on fait la mise au point sur le deuxième plan et le fond, donc le troisième plan, l'arrière-fond, nous intéresse vraiment que très moyennement. Et bien, à ce moment-là, effectivement, une grande ouverture nous permet de détacher notre sujet du fond. C'est dans ces cas-là que l'on choisit une grande ouverture. Sinon, à quoi sert de s'acheter un 200 mm qui ouvre à 2, par exemple, comme je peux avoir, si on ne s'en sert pas à la pleine ouverture, pratiquement systématiquement? Ça vaut une petite fortune, et si on ne l'utilise qu'à 8, autant s'acheter un 200 mm qui ouvre à f4, qui est beaucoup plus léger, qui est nettement moins cher, et qui fera les mêmes photos, avec le même cadrage. C'est le sens de cette vidéo. Je vais vous indiquer à la fin mes conseils pour l'achat d'optiques. Sachez choisir vos optiques. C'est un peu le sens de cette vidéo, à savoir ne pas investir une fortune dans une optique qui ne vous servira en tant que telle très peu, à savoir par exemple un 50 mm à 1.2 qui vous servira très peu à 1.2 et beaucoup à f4 et f8, alors que si vous avez acheté un 50 1.4 ou un 50 1.8, il vous aura coûté 3 fois voire 4 fois moins cher et il vous fera tout autant d'usage. Alors mon conseil du jour, prenez un zoom qui ouvre à 4 voire 5-6, mais 4 c'est bien, c'est suffisamment lumineux pour détacher nos sujets d'un fond, et c'est parfaitement performant. Donc choisissez un zoom qui ouvre à f4 plutôt qu'à 2.8, il sera plus léger et moins cher. Alors, quelques exemples d'optiques qui seraient bien dans votre escarcelle. Un 24-120, ou l'équivalent, hein, 24-100, etc., selon les marques. Un 70-200 qui ouvre à f4, plutôt qu'à f2.8. Éventuellement un 50 mm lumineux 1.4, mais pas 1.2, parce que c'est beaucoup plus cher. Donc un 50-1.4 pour faire des photos généralistes. Une optique macro, entre le 60 et 105 mm, voire le 150, grand maximum. Vous pourrez également vous acheter une optique pour paysage, à savoir un 20, un 24 et un 28, jusqu'au 28. Le 35 mm c'est bien pour faire de la photo de rue, etc. si vous en faites beaucoup, mais si vous n'êtes pas encore spécialisé dans un type de photo, prenez entre un 20 et un 28 pour faire du paysage par exemple, ce qui n'est pas obligé, à savoir que certains logiciels vous permettent de faire des panoramiques en HDR et qui vous coûteront certainement moins cher que d'acheter une optique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet, sur les panoramas, les photos panoramiques, si ça vous intéresse. Avec ces 4 ou 5 photos, vous ferez entre 80, 85, 90% de vos photos. Voilà les amis, je ne me ferai pas plus long. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, c'est très important. Ça me permet d'avoir mes vidéos qui sont délivrées en premier par rapport à un sujet. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.